Oui, Madame la Ministre, à mon tour, je souhaite vous interroger sur les graves conséquences de la baisse entrée en vigueur en 2023 des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. En effet, cette seconde diminution annoncée par France Compétences le 17 juillet 2023 intervient alors qu'une première vague de baisse en septembre 2022 a déjà contribué à déstabiliser fortement la formation de nos apprentis, surtout dans les formations infra-bac aux métiers qui sont en tension, aux métiers en tension, excusez-moi. Donc, il est à craindre que cette mesure engendre un déficit important pour les pour les CFA déjà fragilisés économiquement et qui devront supporter des charges supplémentaires. Ces coups de rabot répétés, conjugués aux augmentations de charges dues à l'inflation, pénalise les centres de formation et entre en contradiction avec les annonces faites par le gouvernement d'atteindre à l'horizon 2027 le million d'apprentis. Je veux souligner que l'Ariège est un département d'excellence dans le domaine de l'apprentissage puisque 6 mois après l'obtention de leur diplôme, près de 80% des jeunes apprentis ariégeois ont trouvé un emploi, chiffre encore meilleur que la moyenne nationale qui, elle, est proche des 75%. Aussi, je souhaite savoir si le gouvernement va revenir sur cette décision et approuver l'amendement présenté cet après-midi par les sénateurs dans le cadre de la mission Travail-Emploi pour 2024 visant à créer un fonds de compensation afin de soutenir en particulier les petits centres de formation parfois isolés et ruraux. Je vous remercie. S'il est nécessaire de garantir la soutenabilité du système, le calcul des niveaux de prise en charge des formations doit s'appuyer sur une stratégie partagée avec les acteurs de l'apprentissage. Merci. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. J'ai été alerté, comme sans doute plusieurs de mes collègues, par les associations de solidarité qui s'alarment du retard de versement de 2 fonds relatifs à l'aide alimentaire. D'une part, le FSE Plus européen, d'autre part, le nouveau fonds pour une aide alimentaire durable annoncé par la Première ministre en novembre 2022. Depuis 2020, les Français ont dû faire face successivement aux conséquences économiques et sociales de la pandémie de la Covid-19, puis à la crise économique et l'inflation galopante des produits énergétiques et alimentaires qui en ont découlé. Face à cette succession de crises, nombre de nos concitoyens sont désormais obligés de recourir à l'aide alimentaire pour vivre. Dans ce contexte, les 2 programmes européens, le FEAD et le FSE+, sont des piliers indispensables de la lutte contre la précarité alimentaire et ont de ce fait été largement abondés par l'Union européenne. Pourtant, les associations ont pu constater avec surprise, après information prise auprès du commissaire européen à l'emploi, aux affaires sociales et à l'insertion, qu'une large part de la dotation française au titre du FEAD n'avait pas fait l'objet dans les temps d'appels de fonds auprès de la Commission européenne. On constate le même immobilisme de la part du gouvernement concernant le versement de près de 60 millions d'euros au titre du plan Mieux manger pour tous qui dépend de votre nouveau fonds pour l'aide alimentaire durable. Bien qu'il ait été concrétisé en mai 2023, 5 mois plus tard, les associations attendaient toujours les versements. La situation de grande précarité dans laquelle se trouvent 9 millions de Français ne préoccupe donc pas le gouvernement. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces fonds n'ont pas été réclamés ou n'ont pas encore été versés aux associations afin d'aider les plus démunis qui en ont tant besoin? Oui, merci Monsieur le ministre pour votre réponse. Mais vous savez comme moi que l'accès à une alimentation décente est une nécessité aujourd'hui pour tous nos concitoyens, surtout lorsque des fonds existent à cet effet auprès de l'Union européenne. Les élus locaux et les donateurs privés n'ont pas à jouer systématiquement le rôle d'amortisseur social, ce qui se passe hélas souvent quand il y a du retard. Donc ce retard dans la mise à disposition des fonds auprès des associations met en difficulté leur trésorerie, avec des conséquences immédiates sur les trop nombreux bénéficiaires qui attendent très souvent tout de ces associations. Chers collègues, il faut conclure. Merci. La parole est à Monsieur Lucien Stanzione. Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la détresse des lavandiculteurs du Sud-Est confrontés à d'énormes défis, situation que vous connaissez bien. La filière lavandicole traverse une crise profonde, aggravée par une série de difficultés, dont l'invasion récente de la chenille noctuelle l'été dernier. Pour situer le contexte, le territoire de production de la lavande en Vaucluse se situe sur le plateau d'Albion, un plateau sec, aride, au climat de montagne qui rend déjà de prime abord la production difficile. Or, depuis 2021, dans ce contexte pédoclimatique se sont succédés des épisodes de gel, de sécheresse, de pluies excessives. Nous avons connu également la crise du Covid, suivie de son impact.
et ce qui a engendré des dérèglements économiques. Il y a un problème de surproduction dans certaines zones géographiques, entraînant la chute des prix sur l'ensemble du territoire. Bref, une conjoncture qui est pas très favorable. Conjoncture à laquelle s'ajoute récemment donc la nouvelle menace, l'invasion de la chenille noctuelle, qui ravage la lavande, par laquelle il n'existe aucun dispositif de soutien à ma connaissance. En effet, cette catastrophe ne correspond à aucun mécanisme d'aide, que ce soit de la part du Fonds national mutualisation de risques sanitaires et environnementaux, de la couverture relative aux calamités agricoles ou encore de l'indemnisation de solidarité nationale. Les lavandiculteurs déjà fragilisés ont reçu une espèce de coup de grâce. C'est pourquoi je vous interpelle afin de formuler une demande de mesures concrètes pour aider les lavandiculteurs avant la fin de l'année. Ils ont besoin d'une indemnisation financière rapide afin de pouvoir payer leurs charges, les cotisations à MSA, les traites du PGE, etc. Et à court terme, mais également à moyen terme, la prévention contre les ravageurs. Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre? Et si vous comptez les prendre, à quel montant pourraient s'élever ces aides? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, l'ordonnance de 2014 relative au développement de la facturation électronique prévoit la généralisation de la transmission des factures des fournisseurs aux personnes publiques sous forme dématérialisée. Pour les émetteurs de factures à destination du secteur public, la dématérialisation via Chorus Pro est entrée dans sa dernière phase au 1er janvier 2020, avec l'obligation pour toutes les entreprises, y compris les plus petites, de transmettre leurs factures sous forme électronique. Cette émission de factures électroniques concernera à terme l'ensemble des opérations entre les entreprises assujetties à la TVA établies en France. Récemment, dans mon département, le Calvados, un certain nombre de maires ont reçu une note provenant du chef de service de gestion comptable leur rappelant de systématiquement demander aux entreprises avec lesquelles leur commune travaille d'adresser leurs factures via le portail Chorus Pro. Or, en pratique, cette généralisation de la facturation en ligne pose problème, non seulement pour certaines entreprises situées dans les zones rurales où les couvertures réseau sont faibles, voire inexistantes, mais aussi pour certains artisans et dirigeants de petites entreprises ayant des difficultés avec les outils informatiques. Autant la dématérialisation apparaît justifiée pour les marchés publics se traduisant par des travaux et investissements conséquents, autant elle risque de priver les collectivités du recours à des petites entreprises, des artisans locaux, pour des prestations modestes. Nombre de ces derniers ne sont pas entrés dans la révolution du numérique et de la dématérialisation. Ils n'ont pas cette culture ni les outils pour y accéder. En imposant aux élus de solliciter uniquement des factures dématérialisées, on accroît leur charge de travail. On appelle, en courrier de relance notamment, et on encourage des petits entrepreneurs des petits entrepreneurs de devenir fournisseurs du secteur public. C'est pourquoi je souhaiterais savoir, Monsieur le ministre, ce que vous comptez faire pour alléger, simplifier le travail de tous, des petites communes comme des artisans locaux, en matière de commande publique et de facturation. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur un ouvrage dont on parle peu, jusqu'à ce qu'un désordre apparaisse. Je veux vous parler des murs de soutènement en bordure de parcelles privées, voire sur des parcelles privées, et des complications auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales en cas de dégradation, voire d'effondrement. La mention du titre de propriété est très souvent absente des actes notariés. De ce fait, le juge administratif s'appuie de manière désormais constante sur une jurisprudence de 2015 qui édicte qu'un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux doit être regardé comme un accessoire de la voie publique. Et donc, la collectivité est systématiquement condamnée à engager les réparations. À cela s'ajoute un autre obstacle. Ces murs de soutènement ne sont pas considérés comme des biens assurables pour les collectivités. Elles se retrouvent donc seules à assumer les répercussions financières, souvent disproportionnées au regard de leur budget. Madame la ministre, cette situation est injuste pour les gestionnaires de voirie publique qui subissent cette responsabilité en dépit du bon sens dans bien des cas. Peut-on espérer de la part du gouvernement un soutien vers une modification du Code général de la propriété des personnes publiques pour ces biens qui n'appartiennent pas au domaine public mais qui y sont intégrés en tant qu'accessoires?
Oui, la question de l'assurance va au-delà des murs de soutènement, puisque aujourd'hui, les collectivités ont du mal à trouver des assureurs qui ne résilient pas leur contrat ou qui augmentent de façon considérable le coût des contrats. Voilà. Et la lecture que fait le juge administratif dans ce dossier, c'est la commune d'Agonac. Il y avait des éléments qui avaient été portés à la connaissance du juge, faisant apparaître dans des actes très anciens la propriété privée, et le juge administratif ne l'a pas retenu, ce qui est quand même anormal. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il est temps d'agir. Le gouvernement ne peut continuer à s'enfermer dans le déni et à considérer que le nombre de places d'hébergement d'urgence est suffisant aujourd'hui pour mettre à l'abri l'ensemble de ceux qui sont à la rue. Je vais vous parler de Paris, mais le sujet est national et il y a quelques jours, un collectif de maires vous alertait au sujet des enfants qui dorment à la rue dans leur ville. Le 22 novembre dernier, à Paris, 1377 personnes n'ont pas trouvé d'hébergement suite à leur contact avec le 115. Parmi ces 1377 personnes, 1033 étaient en famille. On comptait ce soir-là 504 enfants non hébergés et laissés à la rue. Face à ces chiffres, le gouvernement ne peut rester sans agir et prétendre que le nombre de places d'hébergement d'urgence est suffisant. La pénurie de places est telle que le 115 a dû mettre en place des critères de priorité afin de répondre à celles et ceux qui finissent par arriver à le joindre. Tenez-vous bien. Aujourd'hui sont considérées comme prioritaires les femmes enceintes de plus de 7 mois et les familles avec des enfants de moins de 3 mois. Cela signifie, Madame la Ministre, qu'une femme enceinte de 6 mois n'est pas prioritaire pour un hébergement d'urgence et peut rester à la rue. Cela signifie qu'une famille avec un enfant de 3 mois et 1 jour peut rester sur les trottoirs de Paris. Madame la Ministre, si ces critères de priorité ont été mis en place, c'est bien parce qu'il n'y a pas suffisamment de places d'hébergement. Et ces familles, nous les connaissons, notamment parce qu'un grand nombre d'enfants sont scolarisés dans les écoles parisiennes. Aujourd'hui, les communautés éducatives s'organisent. Les parents d'élèves, à tour de rôle, accueillent les copains de leurs enfants pour qu'ils dorment au chaud. Les directeurs et directrices d'école ouvrent leurs classes afin que les enfants ne dorment pas dehors et puissent vivre une scolarité normale. Les maires d'arrondissement ouvrent leurs mairies ou réquisitionnent des bâtiments vacants. À l'occasion de la discussion budgétaire, nous vous avons proposé de créer 10 000 places supplémentaires. Cette demande a été balayée par le gouvernement qui estime que ces créations ne régleront rien. Madame la Ministre, entendez l'urgence et ouvrez enfin les 10 000 places d'hébergement supplémentaires qui sont une nécessité. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le gouvernement a introduit par décret un nouveau zonage de la taxe sur les logements vacants et de la majoration facultative de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. L'objectif est d'accroître l'offre de logements permanents et de limiter la hausse des prix et des loyers. Le nombre de communes soumises à ce régime est donc passé de 1140 à 3693, principalement dans les zones littorales et de montagne. Dans les Hautes-Pyrénées, 27 communes sur 469 sont désormais classées au titre des communes tendues et touristiques. Cependant, les critères retenus et les modalités de calcul pour établir la liste des communes a suscité de nombreuses interrogations dans mon département. En effet, pour les petites communes où les données de prix ne sont pas connues ou pas fiables, vos services ont eu recours à une méthode hédonique qui consiste à regrouper plusieurs communes entre elles lorsque le nombre de transactions immobilières est trop faible. Bien que cette méthode soit dite scientifique, son application sur le terrain se traduit par des résultats incohérents. En effet, une légère différence sur l'un des 3 critères peut conduire à un classement différent de 2 communes d'une même vallée. Ainsi, de nombreuses communes qui connaissent les mêmes difficultés en matière de logement se trouvent exclues du dispositif quand leurs voisines y restent. Un exemple, dans une vallée de montagne de mon département regroupant 10 communes, les plus petites qui sont de 30 à 100 habitants sont dans le nouveau décret, alors que les 3 plus grandes qui ont le plus de logements touristiques en sont exclues. De plus, aucune commune de la vallée très touristique de la Haute-Bigorre au pied du col du Tourmalet et du pic du Midi n'est dans le décret. Il conviendrait donc d'actualiser très rapidement cette liste. Je vous remercie de m'indiquer vos intentions sur ce point. Merci Madame la Ministre. Oui, c'est important parce que les effets de bord, nous les avons déjà signalés au ministre du Logement avec le préfet en plus des Hautes-Pyrénées. Mais vous devez vraiment vous adapter dans cette réflexion à la réalité du terrain et réfléchir en termes de vallées touristiques pour ne pas simplement déplacer le problème, voire tomber à côté, comme c'est le cas dans notre département, mais dans d'autres aussi. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, bienvenue dans cet hémicycle. Vous prenez le relais. Amoxicilline, paracétamol, mais aussi hormones de croissance, traitements anticancéreux, cortisone. La liste des médicaments en rupture de stock ne fait que s'allonger.
de mois en mois et on nous alerte quasiment tous les jours sur cette problématique. Alors les causes de ces pénuries sont certes multiples et complexes. Délocalisation de la production des principes actifs, concentration parfois à l'extrême de la production qui entraîne des monopoles, laboratoires largement sous domination de financiarisation et donc qui font dépendre les décisions plutôt d'une stratégie financière que d'une stratégie médicale, guerre en Ukraine avec la question de l'aluminium. Toujours est-il que l'hiver dernier avait été particulièrement difficile, marqué par des pénuries d'antibiotiques, mais tout devait redevenir normal en 2023. Or, la situation à ce jour n'a jamais été aussi tendue. La réponse du gouvernement en septembre était de proposer une distribution de certains antibiotiques cachet par cachet, ce qui semble relativement insuffisant. Donc ma question est simple. Qu'est-ce que concrètement vous pensez pouvoir faire pour pallier à cette problématique? Monsieur le Président, je vais tenir mon temps de réponse. Merci pour ces réponses. Et dans les réponses que vous faites, je suis assez heureuse de voir que vous reprenez des conclusions, des préconisations qui avaient été proposées par la commission d'enquête du Sénat, qui a rendu son rapport en juillet dernier. Mais ce qui nous manque, en fait, c'est une vision globale. C'est pas facile, je le reconnais. Et je rappelle, en fait, un espèce de quatuor magique, de carré magique, la mise en place d'une production européenne des médicaments essentiels, la relocalisation, un secrétariat général aux médicaments et une production publique. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers ces directions. Je vous remercie. Chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, si des drames se jouent actuellement en Ukraine, aux portes de l'Europe et au Proche-Orient, ils ne doivent pas nous faire oublier celui qui s'est joué en Arménie et au Haut-Karabakh. Une vraie tragédie. Car c'est une chose étrange et terrifiante que de voir un pays disparaître sous nos yeux. L'Artsakh s'est vidé de sa population par une opération ethnique qui revêt la forme d'un exode forcé sous la menace des armes. Nous craignons que le pire puisse encore arriver et que l'Arménie, dans son intégrité territoriale, ne soit désormais en ligne de mire. La France, terre d'accueil d'une importante diaspora arménienne, près de 80 000 Arméniens vivent par exemple à Marseille, la France a affiché son soutien sans faille à l'Arménie. Nous avons annoncé la livraison de matériel militaire et la création d'une mission de défense à Yerevan pour appuyer plus efficacement les forces arméniennes face à l'Azerbaïdjan, plus riche, mieux armé et qui a entrepris des exercices militaires près de la frontière avec le soutien de la Turquie. Nos engagements sont-ils en train d'être tenus, Monsieur le Ministre ? La France s'est également impliquée ces derniers mois dans la médiation entre les deux anciennes républiques soviétiques, mais les pourparlers de paix n'ont guère progressé, malheureusement, et les dirigeants respectifs ont pourtant déclaré que la paix devrait être signée d'ici la fin de l'année. Or, nous y sommes. Et le mois dernier, Aliyev a refusé de participer à un cycle de négociations en Espagne, invoquant une position biaisée de la France. Pourriez-vous me dire, Monsieur le Ministre, si la situation a des chances d'évoluer, notamment au sujet de la libération des dirigeants de la République d'Artsakh arrêtés pour terrorisme ? En 2024, nous allons célébrer l'année de l'Arménie en France, une occasion de montrer à nos amis arméniens combien notre pays les soutient, et je sais que c'est vrai. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en 2013, la réforme des bourses scolaires poursuivait deux objectifs. D'une part, le redéploiement de 30 millions d'euros vers les bourses scolaires suite à la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des lycéens. Et d'autre part, la remontée des besoins réels identifiés par les postes afin de déterminer l'enveloppe votée par le Parlement, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Ce nouveau système a manifestement été dévoyé par les postes consulaires qui ont sollicité chaque année des crédits en deçà des besoins au nom de la réalisation d'économies qui ne leur ont pourtant jamais été demandées. L'enveloppe globale s'est progressivement réduite pour passer de 125,5 millions d'euros en 2014 à 118 millions d'euros en 2024, alors que le nombre d'élèves est passé de 330 000 à 395 000 aujourd'hui, ce qui entraîne une augmentation du nombre de demandeurs de bourse exacerbée par la pandémie et maintenant par l'inflation. En même temps, le caractère dissuasif d'une procédure longue et complexe engendre dans certains pays un phénomène de non-recours. Par exemple, à Barcelone, le nombre de demandeurs de bourse est passé de 306 à 92 entre 2016 et 2023. Dans ce contexte, la décision du ministère de porter la contribution progressive de solidarité de 2 à 7 points
entraîne une baisse des quotités et ainsi une augmentation du reste à charge difficilement supportable par les familles. Cela risque de nuire à terme à l'exigence de mixité sociale qui doit continuer à prévaloir au sein de notre réseau d'enseignement français. Enfin, la hausse du budget de 13,6 millions d'euros par rapport à l'année dernière, qui semble être bienvenue à première vue, est en fait un trompe-l'œil, puisqu'il faut déduire du montant total la réserve de 5%. Ainsi, les crédits présentés pour 2024 seront finalement inférieurs à ceux alloués en 2023. Monsieur le ministre, l'objectif du doublement des élèves est-il toujours cohérent au regard des contraintes budgétaires qui pèsent sur les familles, alors que l'AEFE perdra 10 ETP l'année prochaine et devra continuer à financer ses investissements immobiliers sur ses propres ressources? Si, Je vous cher collègue, remercie. Monsieur le ministre.